Satisfaction et fierté, c'est le sentiment dégagé par les Maliens. Les différentes frappes des drones défamants permettent de neutraliser et aussi de détruire les bases des terroristes. À suivre les réactions des Maliens dès le début de ce journal. À Goundam, bientôt le problème d'électricité sera un mauvais souvenir. La ville de Goundam vient d'acquérir un groupe flambant neuf offert par les autorités de la transition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Les Maliens se disent fiers et honorés par les frappes des drones des forces armées maliennes contre les groupes terroristes. Ces actions ont changé la physionomie de cette guerre asymétrique à laquelle notre pays fait face depuis plus d'une décennie. Suivons avec Abdoulaye Sako, que pensent les Maliens de ces différentes opérations défamant. Les frappes des vecteurs aériens sur le terrain. C'est désormais le sujet qui passionne et anime les débats dans les grains à Bamako. Après chaque diffusion dans le journal de 20h, les deux amis, Mamadou Keleke Balo et Mamadou Aïdara, ont hâte de se retrouver pour commenter les dernières opérations des drones. Ce matin, c'est celle qui a permis de détruire la base des terroristes dans la région de Nara, précisément à Guiré, qui est à la une. J'apprécie beaucoup puisque ça permet de neutraliser les forces du mal. Et puis, je souhaite que les autorités achètent beaucoup de drones pour donner à nos forces. Vraiment, dans ces 2 jours-là, nous sommes très heureux. Les vecteurs aériens étaient la pièce manquante du puzzle. Depuis que les forces armées maliennes les ont acquis, le visage de la lutte contre le terrorisme a changé au Mali, estime ce conducteur de moto-taxi. La fois dernière, on a vu l'image qu'un terroriste s'est caché sous un arbre, mais le drone le poursuit jusqu'à sous l'arbre. C'était précisément à Nara et il a frappé. Bon, ce que moi je demande à l'armée malienne, c'est d'augmenter le nombre de drones pour qu'on puisse bien contrôler notre espace aérien. Aboubakar Traoré, âgé de plus de 70 ans, est à la retraite aujourd'hui. Ayant appris que nous sommes dans son quartier pour recueillir l'avis des Maliens sur le rôle des vecteurs aériens dans la lutte contre le terrorisme, il a tenu à donner son point de vue. La guerre a un coût. Et pour supporter cette charge, il faut l'implication de la population, propose le septuagénaire. Ces drones-là sont les bienvenus. Je ne sais pas si les Maliens comprennent. Vraiment, s'ils comprenaient, on allait faire un effort économique. Ça cotise. Pour vous donner 25 francs, 100 francs pour qu'on puisse assister ces drones-là. Il le faut obligatoirement. C'est maintenant que je suis d'accord avec leur thème concernant ce problème du Nord, surtout le problème du Mali. En commune 4 du district de Bamako, précisément à Lafiabougou, nous coïncidons avec un débat très houleux dans un grain. Si tous les deux sont unanimes sur la pertinence du rôle joué par les vecteurs aériens sur le terrain, c'est la diffusion dans le journal qui les oppose. Vraiment, moi, quand même à 100%, j'apprécie vraiment les frappes des drones. Surtout ça nous met à l'aise. Mais le fait de diffuser les frappes des drones là, vraiment, moi, je ne suis pas d'avis avec ça. Quand ils font les frappes comme ça, et puis on monte à la télé, moi, je suis vraiment d'avis avec ça. Parce que ça va les terroriser aussi. Il est actuellement difficile de faire un tour sur les réseaux sociaux sans tomber sur une vidéo relatant les frappes des vecteurs aériens sur le terrain. Elles sont partagées par des milliers d'internautes avec des commentaires de soutien à l'armée. Dans tous les cas, les ennemis sont prévenus. L'armée malienne poursuit son opération de sécurisation de l'ensemble du territoire national. C'est là avec l'appui des vecteurs aériens qui volent plus vite, plus haut et plus fort. Partons à présent à Kidal, en 8e région administrative du Mali. L'État a consenti plusieurs montants de francs CFA dans la réalisation des infrastructures socio-économiques, et cela pour le bien-être de la population. Ces réalisations faites par l'État ont été vandalisées pendant la période d'occupation. L'État a noté aussi que pendant la même période d'occupation, plusieurs domaines de l'État ont fait l'objet d'abus par les bandits armés. Suivons ensemble des témoignages poignants à travers ce dossier réalisé
analysée par nos envoyés spéciaux à Kidal, Benogo Fofana, Sidi Elmedi Ag Al-Baka et Taeb Adjaouakoui. La région de Kidal, située à l'est du pays, est la 8e région administrative du Mali. Créée le 11 avril 1992 par le gouvernement de l'époque sur décret, elle s'étend sur 260 000 km². Cette région, qui autrefois relevait de la région de Gao, a tout le temps bénéficié des infrastructures socio-économiques de base pour le bien-être de la population. En témoigne cette première maternité de Kidal, construite par le président Modibo Keïta, père de la nation malienne. Le groupe scolaire Baye Ag Mahaha, situé au quartier centre-ville, inauguré en 1967, est la première école de la ville de Kidal et on en oublie volontiers. C'était la subdivision de Kidal à l'époque coloniale. Jusqu'en 1963, Kidal est devenu cercle de la région de Gao. Kidal a bénéficié des infrastructures du cercle de Kidal, effectivement. La maternité de Kidal, je pense qu'elle a été réalisée en 1967. Kidal a effectivement bénéficié, dans la mesure du pouvoir de notre pays, de toutes les infrastructures nécessaires au démarrage d'une région. Ça, c'est depuis 92-93 jusqu'à l'avènement des problèmes en 2012. Ces écoles, services administratifs, installations hydrauliques et autres réalisées par le gouvernement du Mali afin d'épanouir la population kidaloise sont sujets de vandalisme à chaque fois que les bandits armés s'emparent de la ville de Kidal sous le pseudonyme de groupes indépendantistes. Toute chose qui engendre d'énormes pertes économiques pour l'État malien et le maintien de la population kidaloise dans une précarité. Cette école a été victime de vandalisme. Donc les directions ont été saccagées et les documents didactiques ont été brûlés. Tous les archives qui concernent cette école ont été brûlés à la suite de ce vandalisme-là. Les coupables même de cette initiative-là n'ont pas pu être interpellés. Au niveau de la période d'occupation, que ces branchements illicites-là ont été faits. Parce que regarde le tuyau du refoulement, quand on exploite l'eau au niveau du forage, c'est ce qui amène l'eau au niveau du château. Maintenant, quand tu vois, les gens sont branchés sur ce tuyau de refoulement-là, l'eau n'arrive plus au château. Parce qu'il y a certains quartiers que ce tuyau-là traverse, et ils se profitent de cela, faire des branchements illicites. Effectivement, c'est ces difficultés qu'on a. On a enregistré des dommages dans certaines localités telles qu'à Nafif, à Galhok, Tisselit et même à l'intérieur de la ville de Kidal. Les dommages ont porté sur les bâtiments, des installations au niveau du camp 2 et au niveau d'un site qui est à l'ancien aéroport de Kidal par des individus mal intentionnés. Ces dommages ont joué sur l'économie de la région de Kidal. Ça, c'est une chose que nous avons tous regretté. Les vandalismes dont ont été victimes les infrastructures. Ces saccages, effectivement, portent préjudice à la région. La population lui demandons de s'impliquer dans la restauration, la sécurisation de ces infrastructures. La population a une large part de responsabilité dans le rétablissement de cette situation. Ici à Kidal, de 2012 à 2023, plusieurs domaines de l'État ont été abusés par les bandits armés, à savoir le premier camp de garde, la première prison contiguë au fort de Kidal et les services d'élevage sont effacés et morcelés. L'aviation de la ville a subi le même sort, au profit de ces mêmes bandits armés qui en ont fait un quartier résidentiel. Kidal reconquéri par les Famans le 14 novembre dernier, après une décennie d'occupation par les bandits armés, le nouveau gouverneur, après son installation, fait des constats amers. Le constat, vraiment, c'est tout à reprendre à zéro à Kidal. Tout ce qui est vraiment l'administration, il faut reprendre à zéro. Tous les services d'ailleurs de l'État. Fort de ce constat, les membres du gouvernement du Mali sont à pied d'œuvre afin d'apporter urgemment des solutions adéquates aux besoins de la population kidaloise. En tout cas, les autorités de la transition sont engagées à redorer l'image de la 8e région administrative sous l'impulsion du général de division El Hadji Ag Gamou.
Restons dans le nord, la lumière à Gundam. Oui, le problème de l'électricité sera bientôt un mauvais souvenir à Gundam. Cette ville est environ 3 mois dans le noir. Elle vient d'acquérir un groupe électrogène flambant neuf offert par les autorités de la transition. La venue de ce joyau a été saluée à la fois par les responsables de l'EDEM et par l'ensemble de la population, nous dit Najim Baba Sissi. Les activités socio-économiques reprennent de plus belle à Gundam. Après plus d'un trimestre où la centrale électrique était complètement arrêtée pour raison de panne. Cette fois, c'est un générateur robuste de 750 kVA que les autorités de la transition ont mis à la disposition de l'EDEM la veille du 31 décembre afin qu'elle puisse assurer la fourniture de l'électricité. Permettez-moi de remercier le chef exécutif de la région pour l'effort consenti. Parce que depuis qu'on était dans ce problème-là, il ne nous a jamais abandonnés. Il était toujours près de nous. Le groupe qu'on vient de recevoir, c'est un groupe de Perkins de 750 kVA. En temps normal, le groupe peut prendre tout Gunam, 24 heures sur 24, sauf en cas d'entretien, on peut l'arrêter. Les plus heureux sont naturellement ceux chez qui la vie s'est arrêtée depuis quelque temps, qui essayent de se rattraper afin d'honorer leur clientèle. Vraiment un très grand soulagement parce que nous vivons du courant. Ça nous fait 4 mois. Jour pour jour que nous ne travaillons pas, on est assis seulement les bras croisés. Avec l'arrivée du courant, franchement, nous sommes très très satisfaits. Nous, les femmes, nous sommes très contentes d'avoir le courant, parce que c'est quelque chose avec lequel les femmes se débrouillent. Les activités génératrices de revenus, surtout les frigos. Mon message à l'adresse du personnel EDEM, c'est de prendre soin de ce groupe, de procéder vraiment à l'entretien, et surtout de voir du côté, c'est-à-dire de bien gérer les carburants. Les responsables de la structure EDEM ont pris l'engagement devant l'autorité de faire bon usage de ces joyaux pour le bien-être des populations. Sport, à présent, la liste des joueurs retenus pour la CAN par le sélectionneur national des Aigles du Mali mardi dernier est convenable. En tout cas, les journalistes sportifs et les supporters de l'équipe nationale du Mali apprécient la liste du sélectionneur Eric Chekouchel malgré quelques absences notoires, surtout pour cause de blessures. Arjuma Tina. Ils sont 27 joueurs retenus par le sélectionneur national pour la phase finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire. La liste publiée par Eric Chekouchel est composée de 3 gardiens de but, 9 milieux de terrain dont 6 milieux récupérateurs et 8 attaquants. Certes, dans cette liste, il y a l'absence de certains cadres pour raison de blessures et de questions de choix, mais globalement, on retrouve l'ossature. Les ténors sont présents, entre autres, Djigui Diarra, Amari Traoré, Bokar Kiki Kouyaté, Amadou Aïdara, Yves Bissouma, Alou Dieng et Kamouri Doumbia. C'est une liste qui répond aux attentes du public, parce qu'à quelques exceptions près, tous les joueurs qui devaient être appelés sont là. C'est toujours une liste est toujours discutable. Moi, le seul bémol qu'il y a, c'est peut-être l'absence de Boubacar Traoré, qui est en Tunisie, qui depuis quelques mois est en train de marquer beaucoup de buts. Je ne vois pas son nom sur la liste. Tout le monde est là, de la défense à l'attaque, en passant par le milieu de terrain, tous sont là. Toutefois, c'est pas bon de parler des absents, mais il faut quand même signaler que des cadres manquent à l'appel pour raison de blessures surtout. Il reste maintenant à manager. Je pense que les 27 qui ont été retenus seront vraiment à la hauteur par rapport à son chemin tactique, par rapport à tout ce qu'il veut mettre en place comme intensité dans le jeu, comme gegenpressing dans le jeu également. Et globalement, moi, je dirais tout simplement que c'est une très très bonne liste. Voilà, on fait confiance aux sélectionneurs. Les supporters, autrement dit le 12e homme, trouvent la liste convenable et ne ménagent aucun effort à soutenir les Aigles. L'analyse qu'on a, c'est qu'il a pris des joueurs qui vont, Inch'Allah, nous amener la satisfaction la plus totale. Ils vont faire notre affaire. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe est très engagée. Techniquement, ils sont top. Donc, étant un bon supporter, il faut accompagner son équipe, il faut accompagner le coach. Et il faut être fair play à tous les niveaux que ce soit. Même s'il y a certains joueurs qui seront à leur 3e CAN, comme Yves Bissouma
et d'autres à leur deuxième Coupe d'Afrique. Cependant, quelques appréhensions subsistent, surtout au niveau du bastion offensif. En attaque, quand même, j'ai des appréhensions. Quand on regarde un peu la liste des joueurs qui ont été retenus comme attaquants. On remarque qu'il n'y a que Moussa et Lassine Sinayogo qui ont un peu d'expérience. Il y a même un novice là-dedans, Cyrine Doucouré. Et quand on regarde un peu leur ratio, je me suis amusé à voir le nombre de buts que ces attaquants-là, ces 7 attaquants ont marqué en équipe nationale. Ben, ça ne fait que 11 buts pour 7 attaquants. À ce niveau, je pense que ça risque d'être compliqué. Surtout que la plupart de ces attaquants sont jeunes, n'ont pas beaucoup d'expérience. Je crois qu'on a au moins minimum 11 joueurs qui vont aller à leur toute première CAN. C'est là où je m'inquiète au niveau de la ligne d'attaque, où pratiquement sur les 8 joueurs, 5 à 6 joueurs vont jouer leur toute première CAN. L'inexpérience est là. Le sélectionneur national, avant d'établir sa liste définitive, s'est appuyé sur certains critères en vue d'amener la meilleure équipe possible à la CAN. Les Aigles joueront en amical ce samedi 6 janvier au stade du 26 mars contre les Djurtous de la Guinée-Bissau. La sélection nationale ralliera Korogo le 11 janvier et entrera en lice le 16 janvier contre les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Bonne chance aux Aigles du Mali à la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui s'ouvre dans 9 jours. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments de télévision en compagnie des programmes de ORTM 1.